C'est à Florence, la ville où il a vécu ses premières années d'apprentissage, que Léonard de Vinci choisit de revenir. Il y arrive au printemps de l'année 1500. 20 ans sont passés. La cité toscane a beaucoup changé. Les Médicis ne sont plus au pouvoir. À 50 ans, le peintre doit à nouveau tout recommencer. Il espère trouver à Florence encore quelques appuis. C'est Filippino Lippi, l'un de ses amis de Florence, qui très gentiment lui confia une de ses commandes, Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant. Il voulait l'aider financièrement, l'aider à s'installer et à redorer sa réputation. Cette histoire montre bien qu'en fait, les clients se souciaient davantage du sujet de l'œuvre plutôt que de celui qui la peignait. Ils donnaient un modèle ou une idée de ce qu'ils attendaient d'un tableau ou d'un retable, et n'importe qui parmi une douzaine d'artistes pouvait s'en charger. Léonard de Vinci n'achèvera jamais son retable. Il ne réalisera qu'un dessin préparatoire, malheureusement aujourd'hui disparu. Mais le peintre a travaillé toute sa vie sur le thème de Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant. 2 dessins à l'encre, un tableau conservé au musée du Louvre, et enfin une esquisse au fusain rehaussée de blanc nous laisse imaginer à quoi ce premier dessin pouvait ressembler. Les moines, éblouis par le dessin de Léonard de Vinci, décident de l'exposer au grand jour. Tout Florence se précipite au couvent des Servites. En ces temps troublés, où les guerres reprennent, on vient se recueillir devant Sainte-Anne, la patronne protectrice de Florence. Mais on vient aussi admirer le style du peintre toscan. Jusqu'à la Renaissance, la peinture obéissait à des conventions de représentation dictées par la religion. Les figures, peintes sans connaissance anatomique, étaient figées et codifiées dans leur attitude et leurs traits. Elles apparaissaient sur un fond, le plus souvent recouvert d'or, sans perspective ni paysage. Si on regarde les peintures et statues gothiques, les postures et les expressions du visage sont figées. Mais au XIVe et XVe siècle, les peintres florentins commencent à regarder l'humanité différemment. Ils ne sont plus juste des âmes qui attendent de mourir ou de monter aux cieux, ils ont conscience de vivre ici-bas, dans ce monde. Cela va complètement changer leur manière de représenter l'humanité. Ils vont individualiser et faire interagir leur modèle. Les peintres veulent représenter une humanité profane, dépeindre la vitalité, le mouvement et la vie. Cette évolution s'accompagne d'un changement de regard sur la peinture. Considérés jusqu'ici comme des artisans, les peintres accèdent au rang d'artistes. Et Léonard de Vinci est l'un des plus ardents promoteurs de cette transformation. C'est une sorte de moment charnière dans l'histoire de l'art. Léonard disait « Je ne suis pas un artisan. Je ne travaille pas seulement avec mes mains, je travaille aussi avec mon esprit. Et la peinture n'est donc pas seulement un métier, c'est un art. » Il est un des premiers à revendiquer sa liberté de créateur vis-à-vis de ses commanditaires. Comme en témoigne le tableau « La Vierge au rocher », commandé à Milan en 1483 par la confrérie de l'Immaculée Conception. Léonard est parti à Milan pour y travailler environ 1 an. Son contrat fut rompu car il avait peint un tableau qui n'avait rien à voir avec la commande. Il avait peint ce qu'il avait envie de peindre. C'était l'une des premières fois dans l'histoire de l'art qu'un artiste ignorait les instructions données par ses commanditaires. Lors du conflit, Léonard a déclaré « Je suis le peintre et l'artiste, je sais comment m'y prendre avec ce tableau. Vous êtes de riches hommes d'affaires, ne me parlez pas d'art. » La peinture est d'abord un travail intellectuel qui se nourrit de toutes les sciences. Elle est una cosa mentale, une activité mentale, disait Léonard de Vinci. Derrière la douceur des figures
les paysages énigmatiques, se cache une somme de réflexions et d'expériences préalables à l'exécution de l'œuvre. Son souci, c'était de peindre la réalité. Comment faire en sorte que ce tableau ressemble le plus possible à ce que je vois lorsque je regarde le monde? C'était ça, son défi. Comment créer l'illusion de l'éloignement des choses? Léonard de Vinci met au point le sfumato, une technique de peinture qui estompe les contours et permet de passer en douceur du premier plan à l'arrière-plan. On voit comment il joue avec le paysage à l'arrière-plan. Les collines qui s'estompent au loin sont particulièrement réalistes. Il avait défini une règle, l'utilisation du bleu pour représenter les collines dans le lointain. Plus elles étaient éloignées, et plus il diminuait l'intensité du bleu. Du modelé vaporeux d'un visage à l'horizon brumeux d'un paysage, le sfumato nimbe délicatement chaque chose d'un voile de fumée qui crée le sentiment d'unité. Il n'y a pas de ligne dans la nature, il ne doit pas y en avoir en peinture. Quand on observe la Joconde, on voit comment il est parvenu à créer ce voile en superposant de fines couches de peinture. Tout est flottant et vaporeux. Le soin apporté à la peinture des visages et des corps, en lien avec les études anatomiques du peintre, leur confère une grande impression de réalisme. Les personnages sont comme pris sur le vif, à travers un regard qui s'anime ou un sourire qui s'esquisse. Léonard de Vinci parvient à les rendre incroyablement vivants. Peut-on retrouver dans le tableau de Lucani les qualités observées dans les peintures de Léonard de Vinci? Se pourrait-il que l'homme qui a peint la Joconde soit également l'auteur de ce portrait? Sa palette sombre rappelle celle des tableaux du peintre toscan. Si l'on compare la Joconde à d'autres portraits de la même époque, on est frappé par les clairs obscurs qui contrastent avec les couleurs vives des peintres de la Renaissance. Lorsqu'on s'approche du portrait, on peut admirer la transparence du teint, le petit creux de la joue qui laisse supposer un léger affaissement des chairs dû à l'âge. C'est la marque d'un artiste qui a certainement étudié de près l'anatomie. Le soin apporté aux détails que l'artiste exalte dans ce tableau, les muscles de la mâchoire, jusqu'à même représenter le léger pli de la joue, la finition des boucles des poils de la barbe, tracés presque un par un avec une précision extraordinaire. La façon dont les cheveux sont peints, c'est typiquement sa facture. Mais ce qui mobilise le plus notre attention dans ce portrait, c'est le regard. On est happé par ce regard, qui semble suivre le spectateur quelle que soit sa position, comme celui de la Joconde. L'analyse du panneau de Lucani révèle des correspondances avec la peinture de Léonard de Vinci. S'il a été peint par le maître toscan, pourrait-il alors être un autoportrait?